Mesdames, Messieurs, merci infiniment de suivre Débriefing. Débriefing, c'est le débat de BeOne Télévision. Deux points de vue, deux sons de cloche sur l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? On connaît les dates des élections urbaines, municipales et locales, juin, août et octobre de l'année prochaine. Le gouvernement de cohésion nationale, ce n'est peut-être plus qu'une question de jours ou même d'heures. Ça fait près de 8 mois qu'il a été annoncé. Quelles leçons a tiré des refoulements jugés barbares et sauvages par beaucoup des Congolais du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville? On va débriefer ces sujets avec Billy Kambale. Il est de l'UNC de Vital Kamerhe. Monsieur Kambale, bonjour. Bonjour. Serge Kadima, vous êtes du PPRD, le parti présidentiel. Monsieur Kadima, bonjour. Bonjour. Alors, c'est l'année prochaine que les Congolais iront aux urnes pour élire les conseils urbains, les maires, etc. Et en 2016, ce sera la présidentielle et les législatives. Et s'il y a de l'argent pour ça, c'est tout au moins ce que disait hier le président de la commission électorale, l'abbé Malou Malou, en annonçant le calendrier électoral des élections locales devant la presse. Et dans l'ensemble, il faut savoir que les élections vont coûter plus d'1 milliard de dollars. Alors, Monsieur Kambale, à l'UNC, vous avez réagi comment à l'annonce de ce calendrier des élections locales? J'aimerais préciser d'abord que dans notre parti, la direction politique nationale va se prononcer quant à cet événement. Mais je voudrais vous dire d'emblée que nous tous, nous avons été surpris dans nos salons. À 19h, on a suivi Malou Malou et toute sa bande en train de publier un calendrier. C'est une moquerie envers le peuple congolais. Je crois que la première des choses, il faut savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous voulons aller. On ne peut pas continuellement répéter les mêmes erreurs. Les mêmes Malou Malou, il ne sait pas se rappeler qu'il avait proclamé les résultats en 2006 dans un char de combat. Il faut que nous puissions savoir que le Congo a beaucoup souffert. Il faut un large consensus autour des grandes questions de notre pays. Quelles erreurs a-t-il commises hier? Quand en annonçant ce calendrier, il sait très bien qu'il a été contesté par plus de 50 000 personnes par une pétition. D'abord, la première des choses, il faut que lui-même se remette en cause et qu'il se dise, est-ce que la direction que je suis en train de prendre est la bonne? Lorsque vous publiez un calendrier pour des élections municipales, avec arrogance, vous dites que ça ne vous concerne que vous et plus personne. Avec arrogance, vous dites que les élections présidentielles de 2016 sont conditionnées par les recensements généraux, alors qu'il sait très bien que le ministre du plan avait dit que le recensement va durer 4 ans, encore qu'on sait quand est-ce que ça va commencer. Donc vous trouvez qu'il y a un plan. Et Malou Malou se présente comme les bras séculiers de Kabila pour prolonger les mandats, alors qu'il sait très bien que le peuple congolais en a marre d'un Kabila, en a marre d'un système qui paupérise le peuple congolais et que l'alternance s'impose au sommet de l'État. Alors nous disons, nous, en tant qu'UNC, qu'il faut que la classe politique, la société civile et tout le monde, nous puissions nous rencontrer pour parler d'un calendrier et des scrutins qui puissent s'arranger. Souvenez-vous que nous avons un contentieux par rapport, d'ailleurs des arriérés électoraux par rapport à 2011. Pourquoi se précipiter aux élections locales, encore que dans le fond, je vais en parler pour montrer d'abord que Malou Malou, ce qu'il présente comme technicité, ça n'a rien à voir parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui des assemblées provinciales qui se réunissent dans les églises, notamment l'assemblée de Kinshasa, qui se réunit à Boboto? Mais comment parler encore des conseillers municipaux? Comment parler encore? Nous avons des problèmes d'abord d'infrastructures dans ce pays. Il y a des priorités, c'est la décentralisation. Vous laissez réagir, Monsieur Kadima? Non, bon, je suis... Selon lui, Malou Malou a commis beaucoup d'erreurs. Ils ont été surpris que ce calendrier ait été publié par un président très contesté de la commission électorale. Contesté notamment par cette pétition signée par environ 50 000 personnes. Tout ce que je peux dire ici, madame, c'est que je sais que l'UNC a toujours... militer pour le respect de la Constitution. Et je considère que le respect de la Constitution passe aussi par le respect des institutions. Vous savez, les règles des jeux sont généralement définies par un organe indépendant, sinon par les institutions indépendantes. Il s'est fait qu'aujourd'hui, nous avons la CENI, et vous savez la manière dont on avait investi les animateurs de la CENI. C'est passé par le Parlement, toutes les composantes
société civile, opposition et majorité ont désigné les délégués qui vont diriger cet organe. Et nous considérons que tout ce qui sera dit ou fait par la CENI va engager toutes les composantes de la couche socio-politique de la nation. Alors, je ne sais pas pourquoi l'UNC était surprise de voir que l'organe technique qui est habilité à définir les règles des jeux par rapport aux élections, qui est un organe indépendant, comme nous avons toujours dit, qu'on laisse aux politiciens faire la politique, laissons aux techniciens faire ce qui est important pour avancer les choses, pour habiller ce que les politiciens font. Alors, je considère que seul le président de la CENI, avec son équipe, qui est du reste composée de l'opposition, de la majorité de la société civile, qui savent, qui ont intégré tous les éléments techniques, qui ont compris qu'il était important que nous puissions organiser des élections parce qu'il y avait une pression. Il n'y a pas que nos compatriotes de l'opposition, il n'y a pas que nos compatriotes de la société civile qui veulent aller aux élections. Moi, j'ai des cousins, j'ai des camarades, j'ai des amis qui veulent devenir aujourd'hui des bourgmestres, qui veulent devenir des conseillers municipaux, qui veulent devenir des maires, qui veulent devenir des députés. Alors, tout le monde est intéressé. Il fallait vider les arriérés. Vider les arrêts, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, c'est ce que Malu avait dit, le 30 juin, le président Malu était devant l'Assemblée nationale pour proposer des hypothèses, enfin, de continuer d'assurer le processus électoral qui a été déclenché. Et j'étais avec M. Kambale sur plusieurs chaînes où il contestait cela. Donc, aujourd'hui, 6 mois après ou bien 5 mois après, il rejoint le président de la CENI. Alors, pour compléter, c'est comme ça que nous disons, il y a un cycle électoral de 2006 qui n'était pas arrivé à la fin, parce que la légitimité ne concerne pas seulement les députés nationaux, la légitimité ne concerne pas seulement les députés provinciaux, et cette légitimité ne concerne pas la présidence, sinon le président de la République. Même les bourgmestres qui sont aujourd'hui illégitimes, il y a aussi des gouverneurs qui sont illégitimes. La meilleure façon d'assurer la continuité d'un processus qui a été déclenché, c'est de déterminer d'abord avec les élections locales, municipales et urbaines, et ainsi de suite. Et je considère que pour l'UNC, c'est un conseil d'ailleurs que je suis en train de donner sur B1, pour l'UNC et pour d'autres partis politiques qui sont experts dans l'anticipation d'une probable opposition, c'est le moment d'affûter les armes, de voir dans quelle mesure mettre des stratégies en place pour gagner ces élections, et on a besoin de tout le monde. Ah, encore, M. Kambale, ça sent la tricherie à 1000 lieues. Non, c'est comme ça que j'ai dit que l'opposition, je n'aimerais pas dire l'INC, l'opposition a toujours cette capacité-là d'anticiper la probable opposition. Du moment que l'une des conditions, c'est le recensement administratif, et le ministre du Plan a envisagé environ 4 ans pour en finir avec ce recensement. J'aimerais bien, madame, que vous puissiez circonscrire votre question. Ici, nous sommes en train de parler du calendrier électoral qui a été publié hier par le président de la CENI. C'est un calendrier qui concerne les élections urbaines, locales et municipales. Il y a aussi la Alors, je ne sais pas, vous voulez qu'on parle de la présidentielle? Par rapport à la présidentielle de 2016, le président Malu n'a pas encore publié le calendrier. Il a dit plutôt que nous allons passer par les recensements. Vous savez, madame, dans ces pays, il y a eu des concertations nationales. Et il y a eu la majorité des Congolais a pris part aux concertations nationales. Entre autres, les questions qu'on a évoquées là-bas, c'était pour améliorer en fait la qualité des élections au Congo. Ça a été dit après les élections de 2011. Même l'UNC a crié à la tricherie. Même l'UNC a critiqué la manière dont les élections étaient organisées. Nous aussi de la majorité, parce qu'il y a eu aussi les gens de la majorité qui ont aussi défilé devant la Cour suprême de la justice. Parce qu'on avait estimé qu'il y avait des erreurs dans l'organisation. Alors, pour réparer ces erreurs-là, il faut que nous puissions organiser cette fois-ci des bonnes élections. C'est comme ça que l'organe technique habilité à organiser les élections estime qu'il faut qu'on passe par les recensements pour réduire les taux des erreurs dans l'organisation des élections. Et je ne vois pas où est le problème. Monsieur Kambale, comment vous envisagez ce dialogue, c'est ça, ou cette table ronde entre différentes composantes encore pour discuter d'un calendrier? Madame, je vais répondre à votre question, mais laissez-moi rebondir sur des choses qui ont été dites sur ces plateaux. Lorsque mon contradicteur, je n'ai d'ailleurs même pas compris sa rhétorique, ça me surprend. Parce que quand il développe des thèses sur la composition de la CENI, ici ce n'est pas un problème de la composition de la CENI, encore que
À partir du moment que vous faites partie de la CNU, vous n'êtes plus membre de votre parti politique. Vous n'êtes plus membre de votre composante politique. Donc vous devenez indépendant. Nous, ce que nous voulons, c'est une CENI totalement indépendante. Et c'est à quoi on assiste, c'est un bras séculier du pouvoir. Parce que ici, mon contradicteur, tu peux lui poser une question simple. C'est quoi une municipalité? Quelle est l'entité territoriale dans notre pays qui s'appelle municipalité? Il ne va pas vous répondre. Il y a un problème de compréhension sérieux dans notre pays. Il y a un problème intellectuel même dans notre pays. Parce que tout simplement, nous voulons tout embrasser sans même connaître le contenu de ce que nous voulons embrasser. Pour vous, aujourd'hui, il faut commencer par quoi? Je vous ai dit que nous avons d'abord des assemblées provinciales qui siègent dans les églises, dans les écoles. Vous trouvez ça normal? Alors dites-moi, où vont siéger tous les parlements locaux et les sénats qui sont hors mandat? Je vous donne d'abord un problème d'infrastructure. Ils sont dans les prolongations. Toutes ces assemblées au niveau local siégeront ou à partir du moment même jusqu'au niveau de la province. On ne sait même pas trouver des locaux où siéger. Il y a un problème. Moi, je vous dis, les questions d'État, moi, ce qui m'intrigue, j'ai honte parfois des gens comme Malou Malou qui ne comprennent pas la complexité de notre pays. Lorsque vous devez comme ça aller dans un vent en guerre, je l'ai suivi hier avec une arrogance on ne peut plus inacceptable. Quand on vous dit que nous avons d'abord des arriérés législatifs par rapport à 2011, parce que nous connaissons très bien la complexité. Ce qu'il fallait faire pour qu'on ait de bonnes élections locales, il fallait d'abord la mise en application de la loi sur la décentralisation. Vous savez aujourd'hui que le découpage des groupements et des secteurs pose problème. Allez au Kasaï. Allez au Kivu avec des problèmes fonciers. Allez au Kasaï où les gens s'entretuent chaque jour pour un problème de découpage. Alors vous voulez venir imposer encore à ces gens des assemblées législatives qui ne représenteront pas les intérêts vitaux des populations locales. C'est cela la problématique, madame. Alors quand nous parlons, nous disons non. Retrouvons-nous pour affronter les vraies questions d'État. Les gens ne comprennent pas. Madame, moi quand je viens sur un plateau de télévision, je ne viens pas pour le plaisir. Je viens informer mon peuple pour lui dire que nous avons un danger. Le danger est incarné par des gens à qui on a confié des mandats d'État et qui utilisent ça pour leurs besoins personnels. Monsieur Kadima, selon lui, il faut d'abord la décentralisation avant les élections au niveau local. Selon moi, il faut respecter l'organe technique qui a été institué par la représentation du peuple congolais. Selon moi, nous devons respecter ce que la CENI est en train de faire. N'y a-t-il pas de problèmes techniques, comme il le dit? Vous savez, les règles de jeu, lorsqu'on va aller dans un match de football, ce n'est pas une équipe qui doit exiger à l'arbitre les règles de jeu. Ce n'est pas une équipe qui va imposer la règle de jeu qui sera exécutée pendant les matchs. Nous sommes allés, c'est vrai, qu'il y a eu toutes les composantes qui se sont retrouvées dans cet organe qu'on appelle aujourd'hui l'organe indépendant, et ces animateurs deviennent indépendants. Dès lors qu'ils ont été investis par la représentation du peuple congolais, c'est que cet organe va engager le peuple congolais. Il y a des voies constitutionnelles pour revendiquer. Alors, à ce stade, nous disons que nous allons nous soumettre à ce que la CENI a défini comme règle de jeu. Ce qui nous intéresse, nous, maintenant, là, c'est d'affûter nos armes, de préparer nos bases, de préparer nos états-majors pour gagner ces élections-là. Vous savez, nous sommes là que pour nous organiser et avoir les élections. Aujourd'hui, au moment où nos compatriotes de l'opposition devraient normalement comprendre qu'il faut mettre des stratégies en place pour avoir un grand nombre de sièges dans les assemblées locales, dans les municipalités qu'on sort, ils sont en train de passer leur temps à vouloir chercher des petites bêtes partout. Et ce qui est très important pour le peuple congolais, c'est que mon compatriote Kambale, qui est avec moi sur le plateau, qu'il vienne donner les projets de société de l'UNC, ce que l'UNC pourra faire si jamais le peuple congolais leur accordait ne fût-ce qu'un crédit par rapport aux élections qui viennent. On passera à la deuxième actualité. Ce gouvernement de cohésion nationale annoncé pour cette semaine par quelques journaux parus en début de semaine. Passez-moi la répétition. Ça fait environ 8 mois qu'il a été annoncé, quoi qu'il en soit, avant la clôture de la session parlementaire en cours. Ce gouvernement de cohésion nationale devrait être investi devant la représentation nationale. Monsieur Kambale,
Que faut-il attendre de ce gouvernement? Quelle mission a-t-il? Laissez-moi rigoler. On ne peut plus rien attendre du clan Kabila. Je crois qu'ils ont démontré leurs limites. Lorsqu'un président de la République, devant les 2 chambres réunies en congrès, le 23 octobre, il annonce qu'il y aura un gouvernement, il faut savoir reculer, parfois se remettre en question. Et j'ai comme l'impression que ceux qui nous dirigent n'ont pas cette culture. Il peut s'imaginer la crise institutionnelle qu'il a instaurée au pays. Parce qu'il y a un ministre, pour avoir posé juste un acte, il a été viré du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Il peut savoir dans quelle crise il a plongé le pays. Aujourd'hui, les ministres expédient les affaires courantes depuis si. Est-ce qu'il j'ai comme l'impression, puisque mon ami Kazadi, les droits administratifs. Kadima. Mon ami Kadima, plutôt, je m'excuse. Les droits administratifs, c'est combien de temps vous devez assumer l'intérim? C'est pour combien de temps? Non, madame, je crois qu'ici il y a un problème intellectuel qui se pose dans ce pays. Et ça, je ne comprends pas. Comment un pays peut fonctionner dans un tâtonnement? C'est un théâtre auquel on assiste. Alors quand vous nous dites que nous devons encore attendre, est-ce que vous savez que... Non, j'ai parfois honte de moi-même. C'est pas normal. Le gouvernement tâtonne, ça fait très longtemps que ça dure. Non. Les affaires courantes, c'est le gouvernement interminable. Dure par rapport à quoi? C'est vrai que... C'est intérim interminable. Non, ça dure par rapport à quoi? On n'avait jamais donné une date à laquelle on devait former le gouvernement. C'est pas possible. Seul le président de la République Entre-temps, il y a ce qu'il appelle crise. Non, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Peut-être qu'il n'est pas dans les institutions. Peut-être qu'il n'est pas dans la structure normale, sinon dans les structures normales de la République. Il n'y a pas de crise dès lors que le gouvernement qui sera formé, ça sera un gouvernement de cohésion nationale. Un gouvernement qui sera dicté par les recommandations de concertateurs, sinon des concertations nationales. Vous savez, il a été dit qu'il fallait faire appel à toute personne qui avait la passion pour le pays. Après les concertations nationales, vous avez vu, on ne pouvait pas, après avoir parlé de la consolidation de la cohésion nationale, après avoir parlé de l'accélération du développement du pays, mettre en place un gouvernement avec la rébellion, sinon une agression à l'Est de la République. La priorité, c'était d'abord de mettre la population de l'Est de la République, Nord et Sud Kivu, dans la quiétude. Ça a été fait, il fallait passer à l'étape suivante. On avait demandé au niveau de concertation nationale qu'il était question aussi d'amnistier les gens. Alors pour amnistier les gens, il était très capital, très important d'étudier les cas, sinon la situation au cas par cas, ça a été fait. Et aujourd'hui, vous-même vous l'avez dit dans l'annonce, que c'est devenu imminent. Alors c'est maintenant que tous les ingrédients sont là, que le président de la République seul, qui a les prérogatives, qui a ses pouvoirs discrétionnaires-là, de désigner un nouveau Premier ministre et de former un gouvernement national. Donc il n'y a pas de problème parce que seul le président connaît l'heure et la date et la Constitution n'a pas prévu. C'est une question que j'ai posée 1001 fois. Faut-il changer de Premier ministre? Bon, changer de Premier ministre dépend du président de la République. Parce que les changements du Premier ministre... Votre point de vue à vous? Non, mais moi je respecte la Constitution de la République. La Constitution dit que la désignation d'un Premier ministre relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Si le président de la République estime qu'il faut garder l'actuel Premier ministre, mais on ne voit pas pourquoi on va s'opposer à cela. Si le président estime qu'il faut un nouveau Premier ministre, c'est à lui de prendre cette décision-là. Faut-il changer de Premier ministre, M. Kambale? Non, vous savez qu'il y a un ancien Premier ministre, Bongo Diaka, qui disait, à l'époque de l'AFDEL, que c'est un véhicule où on a juste échangé des chauffeurs. Il y a des hypothèses qui ont circulé à un moment, des hypothèses, j'ignore dans quelle mesure elles peuvent être exactes, où on imaginait peut-être Vital Kamerhe, Premier ministre, etc. Non, ça c'était une phobie, à la limite une folie. Le président Kamerhe est respectueux de la Constitution et des lois de la République. Pour nous, à l'Union pour la nation congolaise, nous sommes à l'opposition. On ne peut pas être à l'opposition et faire partie d'un gouvernement, c'est une contradiction. On est à l'opposition et la loi portant statut de l'opposition est très claire. Donc à partir du moment où vous faites partie d'un gouvernement, vous n'êtes plus opposant. C'est très clair.
Alors, il ne faut pas, non, nous, c'est 2016, c'est la présidente de la République. Et nous sommes bien portants par rapport à ça. La deuxième chose par rapport à toutes ces panoplies... Il y a des opposants qui attendent ce gouvernement de pied ferme? Non, ces gens sont devenus membres de la majorité présidentielle. Je viens de vous dire de la loi. La loi est claire là-dessus. Donc, quand vous entrez dans un gouvernement, vous cessez d'être opposant. C'est ça la loi. Pourtant, statut de l'opposition. Alors, sur un Premier ministre, moi, je crois que le problème, c'est la tête. On peut changer de Premier ministre, mais s'il n'y a pas une vision et un leadership responsable au sommet de l'État, il n'y a rien qui peut changer. Vous pouvez changer 1000 Premiers ministres, mais l'impulsion vient d'en haut. C'est le numéro 1 qui dicte, parce que c'est lui qui a été élu, qui semble avoir été élu, encore qu'il faut se dire est-ce qu'il a la légitimité suffisante, tout ça, qu'il recherche par des congrès de la majorité qu'on appelle concertation. Il n'y a pas de changement selon vous? Il ne peut pas y avoir changement parce qu'il n'y a pas une vision. Il n'y a aucun changement dans la vie des Congolais, il n'y a aucun changement depuis La 2011. vie des Congolais continue à s'engourdir chaque jour davantage, puisque vous vous rappellerez vers les années 98, quand Mobutu quittait le pouvoir, un carton de Thomson coûtait 30 $. Aujourd'hui, c'est 90 $. Alors en quoi ça a changé? Et le pouvoir d'achat a perdu encore davantage de sa teneur. Donc ici, il y a un problème de conscience par rapport à la misère dans laquelle vit la population. Vous savez, peut-être vous vivez la Gombe, allez à Makala, allez à Kimbanseke, allez à Nyiragongo, à Goma, allez à Butembo, à Lubero pour vous rendre compte, allez à Bandala, Kosbaki, pour vous rendre à l'évidence la misère du peuple congolais. Et là, vous pouvez maintenant commencer à venir chanter vos chiffres, vos taux de croissance, encore qu'on a appris qu'il y a des comptes communs dans des banques privées, tout ça. Tout ça, c'est la mafia instaurée au sommet de l'État. Dans des banques dont d'ailleurs on sait très bien qu'il y a possibilité que ce soit des banques de blanchiment d'argent. On a expliqué que c'était des comptes où logeait l'argent de la Banque mondiale pour des projets, etc. etc. Vous voyez combien c'est l'irresponsabilité. C'est ce qu'a dit Ma. Mais je croyais que dans une très grande pauvreté. Je croyais que M. Billy Kambal allait répondre à votre question, mais malheureusement, il a fait trop de verbiage pour ne rien dire. Alors, c'est vrai qu'il vous souviendra que lorsque le président Joseph Kabila prenait les pouvoirs en 2001, le 26 janvier 2001, nous avions un budget de moins de 500 millions de $. Aujourd'hui, nous avoisinons 7 milliards de $. Il y a une croissance. Lorsque le président Kabila prenait les pouvoirs, il n'y avait pas autant de sociétés de télécommunications dans notre pays. Et ces sociétés de télécommunications aujourd'hui engagent des Congolais. Nous avons Vodacom, nous avons RTL, nous avons Tigo, nous avons Orange. Ce sont des Congolais qui travaillent. Madame, lorsqu'on engage, il y a des effets collatéraux. C'est quoi les effets collatéraux pour moi? Lorsqu'on engage M. Kadima, par exemple, chez Vodacom, et il a 1000 $, il sait gérer sa petite famille, et voire même ses amis, même la famille élargie. C'est pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme à la tête de ces pays qui s'est imposé à travers un leadership d'ouverture sur l'international. Et il y a eu des capitaux, on a créé des entreprises. Et lorsqu'on crée des entreprises, on stimule la croissance. Aujourd'hui, il y a cette croissance, il y a des gens qui travaillent. Vous n'allez pas me dire le contraire, madame. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent au Katanga. Dans les... Le taux de chômage, c'est environ 90%. Oui, maintenant le problème, c'est qu'il faut apprécier. Il faut maintenant apprécier tout cela par rapport au point de repère. C'était quoi les points de repère? Est-ce que le point de repère, c'est la Deuxième République, ou bien c'est au moment où les leaders, Joseph Kabila, est arrivé au pouvoir en 2001? Parce que lorsque nous faisons des statistiques, nous faisons des analyses par rapport à la période à laquelle il a pris le pouvoir, je considère que c'est les points qu'on doit considérer comme le point de départ, qui est le point de repère. Alors, si on doit considérer par rapport au point de départ, je me rappelle, madame, j'étais à l'Université protestante au Congo en 2004, j'étais vers la dernière année. Nous avons une conférence à l'UPC. Vous avez de la chance, vous avez été dans une grande école. Merci beaucoup, madame. Je me rappelle que j'ai participé à une conférence animée par l'ancien ministre de... Contrairement à d'autres. Merci beaucoup, madame. J'ai participé à une conférence animée par l'ancien ministre de l'Information, Vital Kamerhe, qui nous démontrait comment le président Joseph Kabila avait changé des choses parce que M. Vital Kamerhe, il a travaillé dans plusieurs cabinets pendant la Deuxième République. Alors, c'est quelqu'un qui avait renforcé ma conviction d'adhérer totalement au PPRD. Et jusqu'en 2009-2010, date à laquelle il quittait les partis, il me persuadait toujours qu'il fallait évoluer avec Kabila. C'est vrai que nous étions tous dans les PPRD, mais à des degrés, à des niveaux différents. Lui, peut-être, il était plus proche du président de la République. Et il nous rassurait chaque fois que je change avec ces messieurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la conviction, qui a une grande vision pour changer ce pays.
Et vous vous souviendrez, un livre qui a été publié avec beaucoup de passion, Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Si vous lisez ces livres-là, vous verrez que, contrairement à ce que nous dit M. Billy Kambale, que tout va être de l'UNC, parti dirigé aujourd'hui par le président Vital Kamerhe, qui nous a jamais dit pourquoi il a quitté le président Kabila. Parce qu'il a fait un livre de plus de 200 ou 300 pages, madame. Alors, vous verrez que lorsqu'on doit s'en tenir maintenant à ce que Kabila a fait depuis qu'il a la tête de ce pays, il y a beaucoup d'avancées. Lorsque le président Kabila est arrivé, il a promis 3 choses, madame. Kabila a promis de réunifier les pays. Aujourd'hui, le pays est réunifié. Vous avez entendu dernièrement de la caravane de paix de M. Vital Kamerhe. À l'époque, ce n'était pas possible qu'un politicien fasse la caravane de paix dans ces pays, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Madame le président de la République avait promis l'organisation des élections. Ça a été le cas en 2016, en 2006. Ça a été le cas en 2011. Et aujourd'hui, que le président Malou Malou veut continuer avec ces processus, nos amis de l'UNC veulent aujourd'hui faire ombrage. Madame, c'est pas bon. Par respect au peuple congolais, nous devons nous soumettre. On va conclure. Oui, on va conclure. Il ne reste que 5 minutes. Ces leçons à tirer de ces refoulements jugés barbares par beaucoup de nos compatriotes du Congo-Brazzaville. Monsieur Kambale, est-ce que les relations entre les deux capitales devraient en être bouleversées et à quels égards? Oui, je vais répondre à votre question, mais laissez-moi... Ne reculez pas, s'il vous plaît, sinon on n'en finira jamais. Non, il y a des contre-vérités qui ont été dites. Vous avez dressé un état des lieux. Vous avez dressé un état des lieux, il a fait le sien. On s'en tient là, sinon on n'en finira jamais. Et il ne nous reste que 4 minutes. Là. Le peuple congolais aura retenu que vous refusez que je puisse... Non, il ne reste que 4 minutes. Vous avez parlé, et vous avez parlé, il a parlé également. Il n'y a pas de problème. Il ne reste que 5 minutes. Je veux vous mettre à l'aise. Je ne vais pas y répondre puisque le peuple congolais sait très bien que j'allais balayer de... Ce sont les règles du jeu. Ce sont les règles du jeu. Ce qui a été dit ici. Moi, j'aimerais dire par rapport à ce qui se passe à Brazzaville. Est-ce que les relations entre les deux États devraient en être bouleversées? Et à quel point de vue? Non, à partir du moment où on refoule plus de 120 000 de vos concitoyens, qu'est-ce que vous voulez garder encore comme relation? Et semble-t-il, il y en a 400 000 au total. Qui a ces statistiques? Les ministres des relations, les ministres des relations des affaires étrangères, quand il est venu à l'Assemblée nationale, il a été incapable de nous dire combien d'étrangers résidaient dans notre pays. C'est triste. Le problème qui se pose dans notre pays, c'est un problème des dirigeants. Comment pouvons-nous comprendre qu'on a commencé à refouler les Congolais? Nous avons dit non, fermez d'abord la frontière, rappelez notre ambassadeur. C'est aujourd'hui encore Kobler qui doit dire qu'on puisse arrêter une opération. Mais c'est très grave. Aucun jour où le président de la République a déjà dit même un seul mot de compassion à nos compatriotes. Mais la première dame qui tout le temps elle est à l'Est, elle est où? Moi, on ne la voit pas. Il faut quand même un peu de compassion au peuple congolais, madame. Moi, je dis, si nous voulons avoir un pays grand, nous devons d'abord nous doter des hommes qui ont la grandeur en eux par rapport à la vision de ces pays. Puisque quand vous dites que est-ce qu'il doit y avoir crise, madame, la crise a été engendrée par les refoulements massifs. Je n'ai pas parlé de crise. J'ai demandé si les relations entre les deux États devraient en être bouleversées. Et justement, c'est ça la crise. La crise entre deux États, c'est lorsque les relations entre deux États se bouleversent. À ce moment-là, on parle de crise. Moi, j'ai dit la crise a existé à partir du moment où on a lancé d'une manière barbare et injuste des milliers de nos compatriotes sur les fleuves. Vous ne savez pas combien on perd la vie. Même si là-bas on dit que ce sont des sans-papiers et des criminels. Vous comprenez tout ça, c'est une moquerie par rapport à un peuple abandonné. Si on avait un leadership responsable. Vous savez, Mzé, quand il dirigeait ces pays, il y a des zombies seulement qui sont tombés sur Kinshasa. La République, c'était 17 et Brazzaville a compris que là, il y a une gouvernance, il y a un président conscient des relations ou de la grandeur de son État. Mais nous, est-ce que nous avons même par réciprocité, ne serait-ce que pour nous donner une dignité de forme, est-ce qu'on a réagi? On a répliqué, on exige aussi un passeport et un visa. Plutôt, madame, on a vu le ministre des Affaires étrangères se déplacer avec le message du président de la République. Alors, on peut croire, on peut se dire, oh, donc le président de la République a envoyé pour dire non, continuez à refouler les Congolais ou quoi? Puisque jusqu'aujourd'hui,
Malgré les messages, malgré les balais diplomatiques, ça se poursuit. Donc on se dit qu'il y a un complot contre le peuple congolais. Le problème ne se situe-t-il pas au niveau des rapports de force? Bon, peut-être rapport de force, non. Mais je vais souligner ici, madame, que ce sont des pays souverains. C'est vrai que la République démocratique du Congo n'a pas des injonctions à donner sur la République du Congo, et l'inverse non plus. Mais tout ce que nous pouvons ici dire, c'est que la diplomatie, elle ne se fait pas à travers des déclarations intempestives que veut M. Kambalé. Ce n'est pas en faisant des propos brutaux à la télévision ou bien en donnant des signaux forts, si vous voulez bien. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la diplomatie. C'est vrai que la République du Congo est en train de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, mais il y a aujourd'hui, à ce jour, une commission mixte Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa qui travaille pour trouver des solutions appropriées. Et ce qui s'est fait sur le plan diplomatique ne peut pas être révélé à la place publique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les relations entre les deux pays sont touchées. Mais il est toujours souhaitable, en tant qu'homme d'État, de privilégier des voies diplomatiques, de mettre de l'eau dans les vins, afin de trouver des solutions, parce que nous sommes des capitales le plus proches de la planète Terre qui sommes obligés de vivre ensemble. Et nous considérons que ça n'a pas été important de faire comme nos amis de l'UNC le voudraient bien le faire. Je ne sais pas, peut-être en 2050, 60 ils seront au pouvoir, comment ils vont se comporter sur le plan diplomatique. Mais nous savons que des résultats diplomatiques vont produire des effets dans les jours qui viennent. Quoi qu'il en soit, le voisinage est devenu très difficile à vivre. Présentement, oui, c'est difficile, mais les solutions sont en train d'être trouvées pour que nous puissions harmoniser nos relations. Merci beaucoup, Serge Kadima, du PPRD, Billy Kambalé de l'UNC, d'être passé dans ce débriefing qui se termine ici. On se retrouve la semaine prochaine. Okay.